pareil, ça certainement tu l'as entendu, il faut qu'elle se fasse soigner ou il faut Mmh. qu'il se fasse soigner. Bah, pareil, donc on va pas bien, donc c'est notre responsabilité et tout de suite, tu vois, on est exclu, on est, psychiatrisé. Pourquoi on est intolérant, au fait que, voilà, les gens, ils peuvent aller mal ou les gens, ils peuvent, bah, on va appeler ça folie. Pourquoi les gens, ils ont pas le droit d'être, folles ou fous, tu vois? Pourquoi ça nous dérange, nous? Pourquoi on a ce truc-là de regarder ça d'un mauvais œil? La voix que vous venez d'entendre est celle de Marine Tessou. Marine est psychologue clinicienne, elle écoute, elle observe, elle accompagne, mais surtout, elle ne se contente pas d'aider les individus à s'adapter à un système qui les abîme. Elle interroge ce système, elle le décortique et elle le remet en question. Et ça, moi, ça me parle. Dans cet épisode, on a parlé de rapports de pouvoir, de mots qu'on aime un peu trop, hello la bienveillance, de positivité toxique, de privilèges et de résistance. On a aussi abordé le fait que pleurer, se mettre en colère, se sentir à bout, ce n'est pas une faiblesse individuelle. C'est parfois une réponse très saine à un environnement malade. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Weberlin, je suis spécialiste en prévention des risques psychosociaux et passionnée par le monde du travail et les dynamiques qui l'animent. Et aujourd'hui, avec Marine, on vous propose un épisode pour qu'on arrête de répéter il faut s'adapter et qu'on commence plutôt à dire il faut changer ce qui rend malade. Allez, bonne écoute. Alors, bonjour Marine, je suis Bonjour. vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va plonger vraiment au cœur des dynamiques systémiques qui influencent la santé mentale aussi des individus en entreprise. Et juste ça me passionne déjà. Alors, on va essayer de tenir sur le temps, mais ça va être difficile, mais je sais que ça va être intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir où est-ce que toute cette discussion va nous mener. Mais avant ça, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler sur ces sujets? Est-ce que tu peux te présenter en fait un peu? D'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aussi aujourd'hui? C'était aussi important de parler de ces sujets pour toi? Je reçois plein de personnes, qui vivent des souffrances très différentes, mais il y a toujours, ouais, des souffrances liées au travail, au burn-out, au harcèlement et cetera. Donc là, je me suis, remis à nouveau là-dedans et c'est ça, en fait, que moi j'ai envie de présenter surtout aujourd'hui. C'est un point de vue de clinicienne, de quelqu'un qui entend toute cette parole-là, toute cette souffrance et qui peut, j'espère en tout cas, en témoigner un petit peu et essayer de grossir un peu les rangs, de grossir la voix, de tout ça, quoi. Eh beh, justement, on va essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'on peut souffrir au travail? Et du coup, ma première question pour toi, ça serait: comment est-ce que les systèmes organisationnels, comment est-ce que les structures de travail, elles influencent cette apparition de troubles mentaux chez les employés? Bah, en fait, déjà le travail, l'entreprise, avec un grand E, tu vois? C'est vraiment, un comment dire? C'est une échelle de la société quelque part. C'est ce que tu vas retrouver là, tu vas le retrouver aussi dans d'autres systèmes, donc la famille, et donc ouais, plus largement la société, en général. Donc c'est un petit quelque part laboratoire de ce que tu vas retrouver ailleurs et en fait, comment ça va jouer sur les troubles, ou le fait que les personnes se sentent mal? Bah, parce qu'en fait, c'est un milieu où tu vas vraiment retrouver, bah, les mêmes oppressions, les mêmes, le même exercice du pouvoir, tu vois? Ça c'est vraiment ces choses-là qui vont commencer à s'exercer, sur les individus, et hem et il y a ce truc-là quand même aussi que dans le travail, il y a peut-être encore plus de verticalité, tu vois? Parfois. Et donc ça serait le fait justement que tu es comme un système hiérarchique qui fait justement que les individus se sentent oppressés et que c'est ça qui amènerait à la souffrance au travail d'après toi? Alors c'est ça. Après on va, je pense, un peu plus, ouvrir se déplier tout ça. Mais, déjà moi ce que j'aimerais, rappeler, c'est que, parce que je pense que ouais, c'est un truc, qu'on va rappeler un petit peu plus tard, mais autant le dire tout de suite, c'est que pour qu'une personne se sente bien ou mal ou en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est vraiment une alliance de plusieurs facteurs et on aurait tendance à se dire qu'une personne qui va pas bien, c'est souvent cognitif ou interne, tu vois, comme cause.
Et en fait, non. Moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a vraiment des facteurs, sociaux qui sont très présents, qui jouent, beaucoup. Et les facteurs sociaux, bon, c'est très, très large, hein, mais ça peut aller, de, le niveau de vie de la personne, est-ce qu'elle porte des handicaps, est-ce qu'elle vit dans la précarité, comment elle est soutenue, quelles sont ses ressources, en dehors du travail. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça joue sur tous les individus qu'on est et notre façon, de se sentir plus ou moins bien avec ce monde et notamment ce monde de l'entreprise. Et je trouve que ce que tu dis là, c'est tellement intéressant parce que vraiment, souvent, on a l'impression que c'est comme juste individuel, c'est sur toi, si ça va pas, et cetera, alors que tu as énormément de facteurs qui vont influencer ton bien-être. Et justement, du coup, est-ce qu'on peut, si on va plus loin, tu sais, parce que là, on est en train de dire, OK, qu'est-ce qui dans l'entreprise va faire que tu vas te sentir mal? Mais si on pousse la réflexion plus loin, on se dit: «OK, mais si tu une entreprise justement qui a pas tous ces liens hiérarchiques qui pourraient t'oppresser, où tu as du soutien social, mais que dans ta vie personnelle, c'est là où ça va beaucoup moins bien». Est-ce qu'on peut se dire que l'entreprise, elle pourrait aussi être une de tes bases qui fait que ta santé mentale fait que ça irait quand même mieux? Bien sûr et en vrai ça se voit vraiment. Mais est-ce qu'on peut je pose vraiment la question, est-ce qu'on peut vraiment, généraliser et rendre cette réflexion à l'état de système? Et ça, je suis pas sûre, tu vois? Je sais pas. C'est-à-dire que dans des cas comme ça précis, c'est vrai que, l'entreprise, ça peut être énormément un soutien pour les personnes. Heu, mais c'est vrai que moi, je suis un peu biaisée aussi parce que quand les gens viennent me voir, parce que ça va pas au boulot, bah, on va parler de ce qui va pas bien au boulot et pourquoi ça les fait se sentir mal et en mauvaise santé, par ailleurs. Mais ce que tu dis, c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis que l'entreprise, c'est aussi le premier lieu de sociabilisation de l'adulte. Parce que, tu sais, une fois que Mmh. le collège, le lycée, l'université, le cégep, que pour ceux qui sont du Québec, heu, tu sais, tu plus tous ces liens-là, tes liens d'amitié, tu les trouves presque au boulot, justement. Donc je me dis: «OK, est-ce qu'on peut avoir cette tu sais, l'inverse, ou se dire que, bah, le boulot, s'il y a les éléments qui sont en place, ça pourrait être aussi la partie sur lequel tu puisses t'appuyer pour être un peu mieux». Ou en tout cas qui Bien sûr. participe à une meilleure santé mentale aussi au travail. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit œil critique de: «Allons décortiquer, allons chercher ce Mais qui c'est va ça, pas» on va parce que quand ça roule mais non, mais parce c'est que ça, mais si c'est ça parce que je me dis que j'ai pas tu sais, que pour ceux qui nous écoutent, de dire, bah, tu sais, de pas non plus comme monstrualiser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mmh l'entreprise. Mais justement, on voit ce qui va pas, mais maintenant on sait pas encore, mais on va le voir. OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui amène les individus à se sentir mal? Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour qu'ils puissent être bien et pour que justement, ça puisse être un autre aspect? Parce que tu disais que la santé mentale, c'était plusieurs aspects de ta vie, c'était pas que l'individu. Donc c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut participer aussi à ça, mais de quelle façon, et cetera. Juste au cas où, parce que j'entends déjà certains qui pourraient me dire: «Ouais, mais pourquoi l'entreprise devrait participer à la bonne santé mentale des individus?» Bah, tiens, je te la pose à toi, à ceux qui je suis sûre que tu vas poser la question. Pourquoi est-ce que l'entreprise, elle devrait s'occuper de la bonne santé mentale des individus? Alors, bah, déjà, d'un point de vue, il me semble business, très froidement, je pense que les entreprises ont tout à y gagner. Je sais pas si tu as vu passer cette actualité, je crois que c'était la semaine dernière, il y a un boulanger dans le Tarn-et-Garonne, ça te Oui, parle ou pas? je l'ai vu, oui, oui, oui. J'ai essayé de comprendre, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les salariés soient à peu près heureux et c'est pas forcément le salaire qui amène le bonheur, mais bon, ça y contribue. C'est surtout le temps libre, dont on en a parlé, le temps libre, les 4 jours, les 10 semaines de vacances. Il y a encore pas mal de boulangeries qui ont un cycle de 6 jours de travail par semaine, ce que je trouve un peu difficile parce qu'en fait, on oublie que, ben, les gens qui travaillent dans la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, c'est des gens qui ont droit à avoir une vie privée aussi. Et la vie privée, quand on travaille 6 jours, y compris le week-end, eh bien, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, eh bien, les gens abandonnent le métier. Enfin, les gens disent, oui, mais en 4 jours, ils feront pas ce qu'il faut en 5 jours. Ben si, parce que en fait, les gens vont s'organiser. S'ils aiment l'entreprise, s'ils aiment le projet, ils vont s'impliquer. Et donc, le produit du temps de présence par le taux d'implication fera que le résultat sera aussi bien que quand on travaille 5 jours par semaine, complètement désimpliqué. Incroyable! Au début, j'ai cru que c'était le Gorafi parce que je me suis dit: «Non, c'est trop gros» et en fait, non. Mais du coup, OK, on revient. Pourquoi est-ce que les entreprises, elles tendent vraiment du coup à responsabiliser les employés individuellement pour leur bien-être mental? Parce que c'est ça qu'on voit le plus, plutôt que de prendre en compte
les causes systémiques? En fait, en l'état actuel des choses, c'est préférable de conserver, le statu quo. C'est préférable de conserver aussi quand on est, cadre, dans des entreprises traditionnelles, hein. Là, je te parle de ce qui est traditionnel et peut-être même dysfonctionnel. Je vais plutôt m'orienter là-dessus. C'est compliqué en fait parce que, toute leur carrière s'est bâtie là-dessus, leur façon de penser aussi. C'est difficile de renoncer à certaines places, à certains privilèges, tu vois? Ça remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Donc il y a pas vraiment, d'intérêt, tu vois, à bouger tout ça quelque part. Je voulais aussi, rajouter que, remettre en question ce système qui, nous bénéficie jusque-là, c'est, c'est donc je disais inconfortable, mais aussi, ça oblige en fait à se rendre compte que jusque-là, on a œuvré pour, quelque chose de potentiellement violent, tu vois? Et Qu'est-ce ça, qui c'est est violent? difficile. Bah, quand tu as des feedbacks d'employés qui sont partis, qui ont souffert alors que toi tu étais, cadre dans cette entreprise, faut pouvoir l'entendre en fait, faut pouvoir le voir et soit tu as cette possibilité-là, c'est-à-dire de voir les choses en face et d'essayer de changer les choses, soit, bah, tu restes un peu dans une illusion, très humaine et très confortable aussi de se dire: «Non, ben voilà, bah, c'était eux le problème, ils sont partis, parce que finalement, bah, la boîte elle marche très bien aussi comme ça». Donc voilà, ça renforce vraiment l'idée que c'est la personne, qui était le problème puisque nous, on a toujours fonctionné comme ça et que et que voilà quoi. Les plus gênés s'en vont, tu vois? Comme on dit parfois. Ah bah, tu vois, des fois, justement, on dit ça et puis des fois, on dit aussi: «Les plus faibles s'en vont» et tout. Est-ce que tu peux nous parler justement si par exemple, en tant que manager, j'ai cette réflexion-là de me dire: «Bah, de toute façon, c'est les personnes les plus faibles qui s'en vont». Toi, qu'est-ce que ça te fait penser? Est-ce qu'en psychologie, il y a des choses par rapport à ça qui ressortent ou pas? Et peut-être que c'est plutôt l'aspect systémique qui fait que justement tu es parti? Hem, ouais, en fait, c'est vrai ce que tu dis. Il y a cette idée de les plus faibles, s'en vont parce que en fait, si tu es fort, si tu es motivé, tu vas réussir à t'adapter, voilà. En fait, l'entreprise elle tourne, elle roule. Nous, on est ouverts, depuis plein d'années et puis ça marche très bien comme ça. Donc, oui, ça te renvoie vraiment à la tête que, c'est toi qui as pas fait, l'affaire puisque pour les gens ça va en fait. Pour tes collègues ça va. Donc en fait le problème, bah, peut-être que c'est toi, peut-être qu'il faut que tu te remettes en question. Des fois, moi j'ai entendu aussi surtout, quand on est une jeune femme et cetera, c'est faut que tu t'endurcisses, Ouais. faut que tu sois tu vois que tu limite que tu as un gros caractère, faut toujours que tu fasses tes preuves, toujours mieux. Donc c'est vrai que la faiblesse, c'est un truc qu'on va te renvoyer comme idée. Ça c'est clair. C'est ce que moi j'ai eu l'impression d'observer à la première personne, mais c'est ce qu'on me rapporte aussi, régulièrement et en fait ça joue la faiblesse, mais aussi, la honte. Souvent les gens disent: «Bah voilà, en fait, ouais, peut-être je suis nulle, en fait, je j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis pas assez donnée», c'est vraiment une émotion qui est très, très, très présente. La faiblesse et la honte qui en découle. Mais justement, est-ce que tu dirais que c'est si par exemple on va parler, de burn-out et puis il y en a qui vont dire ce qui n'est pas ça, d'accord? Je pose la question, mais je sais pas ça. Mais il y en a qui vont dire: «OK, bah, l'épuisement professionnel, c'est juste des personnes qui se sont beaucoup données, qui ont pas su arrêter, et qu'au final ils sont faibles». Est-ce que c'est on sait que c'est pas ça qui t'amène à là, que c'est plus, bah, justement l'entreprise qui a fait ça, le système autour de l'entreprise. Du coup, c'est quoi les impacts à long terme de cette approche individualiste sur la santé mentale des personnes? En fait, cette approche, elle a vraiment, pour impact d'installer une plus faible estime de soi, donc déjà, même en dehors de la santé. Hem et puis, en fait, la personne, elle va peu à peu intérioriser cette, hiérarchie-là, tu vois? Elle va se dire: «Oui, moi, c'est normal, je suis un peu en dessous, il faut que je fasse, profil bas» et alors ça, cliniquement, ça nous donne, le développement de, troubles anxieux, troubles dépressifs. Ça peut aller, assez loin. On croit souvent les idées noires aussi dans ce qu'on nous dit dans les cabinets donc voilà, il y a vraiment des conséquences, à long terme et en fait, l'idée c'est que ça te prend tellement de force, tellement d'espoir et d'énergie que, des fois tu restes
enchaîner dans ce système-là parce que c'est ça qui est un peu, à double tranchant. C'est aussi ce système et cette entreprise qui te donne, ta paye, enfin qui te donne certains avantages donc voilà, tu pars plus. C'est ça le problème aussi. Alors, est-ce que tu as des moyens de te protéger de ça? Alors en tant qu'individu, à part essayer de déceler, tu vois, on appelle, red flag dans le langage courant, mais appelons ça comme on veut, tu vois? Des signaux d'alerte, commencer à voir que, bah, peut-être ça, c'est pas OK, tu vois? Puis ça s'est reproduit, donc peut-être c'est des petites paroles, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc déjà, toi en tant qu'individu, repérer ces petits signes, mais je pense qu'en tant que collectivité, il faut vraiment aussi qu'on développe une culture commune de ce qui est acceptable, et de ce qui n'est pas et justement, c'est pour ça que je trouvais, ton podcast hyper intéressant parce que, je pense qu'au maximum on parle, de ce qui se passe, au maximum les personnes peuvent se dire: «Attends, ouais, chez moi ça se passe un peu comme ça, je vais peut-être être un peu plus vigilante, et peut-être déjà définir une limite que je veux pas franchir pour moi, pour ma santé et même pour les autres. Bah, tu vois, ça, je trouve ça génial et je trouve ça top. En vrai, dans l'idée, je trouve ça top. Mais depuis que, alors juste petite parenthèse, si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Marine avec moi, c'est parce qu'Adrien m'a parlé de Marine, Adrien qui a fait toute la série avec moi de Opinions impopulaires et qui a vraiment comme changé toute ma vision du travail alors que j'adore le travail là-dedans, qui a changé pas mal de choses et perturbé plein de choses par rapport à ça. Et du coup, là, je rebondis avec ce que lui il m'a dit puisque tu sais, ce que tu me dis là, je trouve ça génial et puis je suis d'accord, puis ce serait chouette, tu sais, de voir ces différents red flags, se dire: «OK, là pour moi c'est pas acceptable» et cetera et peut-être que ça serait le moment de changer. Sauf que dans nos sociétés, il y a suivant les emplois dans lesquels tu es et puis peut-être que tu es dans un emploi précaire, même si on écoute ce podcast-là et on voit ces red flags-là, et ben, je me dis qu'il y a des moments, bah, en fait, tu peux même pas sortir parce que tu peux pas retrouver un emploi, parce que peut-être que tu as 55 ans, tu es à la fin de ta carrière et que pour te retrouver quelque chose, c'est encore plus difficile et je me dis, je sais pas, ce serait quoi la dernière solution qui serait, c'est d'aller voir un psychologue, puis d'en parler, de retrouver du soutien social ailleurs, et puis de subir, voilà. Mmh. C'est très difficile. En fait, tu pointes du doigt quelque chose qui est une réalité, extrêmement dure, hein, mais qui est là. C'est que, oui, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et une fois que la souffrance est là, effectivement, moi, je serais partisane du fait de s'entourer au maximum. Donc tu peux aller voir effectivement une psychologue, un psychologue, tu peux aller te rapprocher de ton médecin, de la médecine du travail. En fait, même si tu as des syndicats, l'idée, c'est de créer autour de toi un tissu social qui va venir, te soutenir. Tu peux même prendre, contact avec, des associations, avec des juristes. Au plus tu t'informes, au plus tu as des gens autour de toi qui vont te dire: «Non mais là, c'est bien ce que tu fais, là, tu es dans ton droit» ou «Là, c'est eux qui ont pas le droit» et tout. Voilà, déjà ça va te redonner un petit peu de force, ça va aussi, parce que les personnes, usées, en mauvaise santé, en burn-out et cetera, souvent elles ont même plus ce truc-là de s'apercevoir à quel point c'est grave souvent, tu vois? C'est, «Non mais peut-être c'est moi qui suis un peu folle ou qui perds la tête». Des fois on entend ça. Ouais. Donc voilà, ça leur permet aussi d'avoir un feedback avec le réel et que des professionnels vraiment leur disent: «Ah ben non, là ça va trop loin, là voilà et on est avec vous». Ouais et puis d'ailleurs, il y a un point sur lequel j'ai envie de rebondir quand tu dis: «Ah, il y a des personnes qui peuvent te dire autour de toi que ça va trop loin». Très souvent, c'est les gens qui sont autour de nous qui voient quand ça va pas avant même nous. Et ce que je dis, c'est qu'en entreprise, le soutien social est super important. Parce que justement, plus tu connais les personnes qui sont autour de toi, plus tu vas pouvoir détecter un changement de comportement. Et puis si tu détectes un changement de comportement, c'est peut-être une petite alerte pour dire: «Hey, il y a quelque chose qui va pas» et peut-être que toi, tu peux aller tendre la main vers la personne qui va pas. Et puis peut-être qu'elle, elle va pas elle va dire: «Bah non, ça va, oui, OK, je vais peut-être changer ça», mais elle va pas tout de suite te dire: «Ouais, ouais, ça va vraiment pas». Mais ça va peut-être commencer à cogiter dans sa tête et puis peut-être à amener des choses à pouvoir changer, à pouvoir se dire: «Hey, peut-être que je commence à avoir mes red flags», mais c'est vraiment les gens autour de nous qui voient en premier quand ça va pas et ces changements de comportement. Il y a autre chose que toi tu as mis, parce qu'on a un peu travaillé l'épisode ensemble et il y a une phrase que tu as mis que je voulais, que tu nous en dises un peu plus. Tu as écrit que l'organisation reste la même, mais les acteurs changent. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
En fait, ça rejoint l'idée de ce qu'on disait un petit peu avant, qui est que, en fait, le l'entreprise, elle est telle qu'elle est Mmh. et souvent, on va renvoyer à la personne que, voilà, en fait, tu t'adaptes. Il y a des gens qui l'ont fait, avant toi et il y a des gens qui vont le faire après toi et donc en fait, ce petit théâtre, de l'entreprise quelque part, il va perdurer en dehors de toi. L'organisation va rester la même, mais oui, les acteurs vont changer, mais les rôles seront dispatchés pareil et c'est un peu ça que je voulais te dire et aussi qui soulignait le fait que parfois on c'est un peu aliénant parce que toi, là-dedans, tu as quoi comme place en tant qu'individu vraiment, tu vois? C'est cool ce que tu dis, le fait que, ouais, les gens autour de toi, ils vont voir que ça se passe pas forcément bien et tout. Il y a des entreprises où on peut pas vraiment, tabler et compter sur le fait que tu auras des soutiens, parmi, tes collègues. Parce que justement, il y a ça je l'observe régulièrement, Ouais. il y a beaucoup de cultures d'entreprise, internes donc qui vont favoriser le fait de, cliver en fait. C'est mal vu quand les gens se regroupent, la post clope, les petites réunions, ça c'est non merci, tu vois? C'est au maximum, on va essayer de tenir les gens, clivés, séparés les uns des autres, donc Tu observes ouais. vraiment beaucoup ça? Moi je l'ai observé beaucoup et alors, pour te faire des confidences, moi j'étais, cadre dans certaines structures et à un moment donné, ouais, il y avait une directrice, qui me disait: «Faites bien attention que les employés se parlent pas entre elles, il y a pas de copinage». C'était vraiment, mais tu vois là, moi j'avais commencé à me dire: «Oh là là, ça glisse, c'est plus possible». Mais il y avait vraiment des demandes comme ça et c'est pas moi j'ai vécu ça, mais si tu veux, on me le rapporte aussi à côté donc je l'entends beaucoup. En vrai, ça me paraît hallucinant. C'est juste hallucinant. En fait, j'arrive pas à me mettre dans la position d'un manager qui dirait ça. Parce que juste humainement de te dire ça, genre: «Non mais nous ici on veut pas de copinage», genre qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui je comprends pas que ça devienne réalité de dire ça. C'est je sais pas, c'est quelque chose qui me dépasse pour vrai. Mmh. Est-ce que toi, tu as déjà eu des donc je recommence avec ça. Donc en tant que psychologue clinicienne, est-ce que toi justement tu as déjà eu des patients qui, ont eu des histoires qui pour toi étaient complètement hallucinantes, où l'entreprise, elle a eu un impact complètement délétère sur la personne et ça lui a mis peut-être plusieurs années à s'en remettre? Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup et sur, vraiment mais des violences, on se dit: «Mais» enfin, tu beau savoir que ça existe quand même, quand tu l'entends, tu te prends une claque à chaque fois et il y a des trucs très violents même en termes de violences, racistes. Ça, c'est très, très difficile de s'en remettre. C'est horrible parce qu'en fait, dans ces cas-là, en tout cas dans ceux que j'ai en tête, ça vient taper à un endroit où tu as déjà été blessé 20 000 fois dans la société. Donc dans ce travail-là, dans d'autres travails, dans d'autres relations sociales, même parfois dans la famille et donc ça va venir encore plus t'écraser toujours au même endroit, tu vois? Donc c'est très, très difficile. C'est très violent de s'en sortir, donc ouais, ça me choque beaucoup. Les violences sexistes et sexuelles évidemment, moi ça me comment dire? On est vraiment à une période où, on en parle plus, donc c'est vraiment très important de le faire et en même temps on se dit: «Purée, enfin, est-ce qu'on pourrait pas en finir, tu vois, une bonne fois pour toutes, maintenant qu'on sait où est le problème, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'il y a pas moyen?» enfin et non, il y a pas moyen, hein, vraiment, ça évolue très doucement. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment avoir cet œil vigilant, quoi, hein. On emploie souvent en entreprise les mots famille, bienveillance, neutralité. Tu as dit que ces mots-là, toi, ils te posent souvent problème, ces termes-là. Pourquoi? Alors, il me pose problème déjà, je tiens à dire, on peut continuer à les utiliser, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a un petit ras-le-bol, on va dire, parce que, c'est des sortes de mots écrins qui, à la fin, sont galvaudés. Ils veulent plus rien dire et limite
il faut y prêter une attention un peu critique. C'est-à-dire que si tu les entends, il y a moyen qu'il y ait un loup derrière quand même, tu vois? Voilà, ça peut être une petite alerte à prendre en considération et alors notamment, tu vois, le mot famille, je sais pas si toi tu l'as souvent entendu de ton côté, mais moi, c'est incroyable. C'est à chaque fois, hein, ça revient tout le temps. C'est voilà, ici on est une grande famille. Donc ça implique déjà que la personne, elle se sente liée par une loyauté. Tu sens que déjà on va peut-être lui demander de faire quelques sacrifices parce que c'est ce qu'on fait pour une famille, tu vois? Ouais. Donc voilà. Mais tu vois, moi, j'avais un de mes directeurs qui me dirait: «Moi, je pourrais jamais dire que l'entreprise, c'est une famille, parce que dans une famille, moi, je peux virer aucune personne de ma famille, pourtant j'aimerais bien en virer». OK, dit comme ça. Et puis ça me faisait rire parce que je me dis: «Bah oui, en fait, tu dis que c'est une famille, mais en vrai, bah, dans ta famille, tu sais, si tu les choisis pas, les personnes de Mmh. ta famille, puis tu peux pas, dire: "OK, bah, lui, c'est plus une personne de ma famille." Je veux dire, c'est pas possible. Alors que dans l'entreprise, si, tu peux te départir aussi de ces personnes-là. Donc dire que c'est une famille, c'est prendre juste les comment dire ça? Les éléments positifs qui t'arrangent du mot famille, sans en prendre tout le package complet de ce que c'est, ce que compose une famille. Donc oui. C'est clair. Ça me fait toujours aussi un peu marrer, enfin ironiquement, tu vois, de me dire vraiment, je me croirais dans un épisode des Sopranos, ils sont là: «Ouais, on est une grande famille, on se protège, on fait ci, on fait ça» et en fait, c'est toujours pour parler de choses finalement très violentes qu'on met un enrobage très sucré autour, tu vois? Donc voilà pourquoi, bon, famille, ça c'est un truc, mais encore voilà, on le sait, mais la bienveillance, j'en ai marre aussi de la bienveillance. Franchement, j'en peux plus de la bienveillance, j'en Pourtant, peux c'est plus de quand la même résilience. joli, c'est quand même enfin, je comprends qu'on en puisse plus là de ce mot bienveillance, mais tu sais, je me dis que c'est dommage que ça a été autant galvaudé parce que la bienveillance en soi, quand tu regardes la définition, c'est quand même une chouette chose à avoir, tu vois? Mais bien sûr, mais soyons bienveillants, mais soyons bien traitants aussi, tu vois? C'est un peu le niveau comment dire? En fait, tous ces termes-là, ils sont très, j'ai vraiment passifs, en fait. Hem Et alors, je vais revenir dessus parce que vraiment ça me passionne cette histoire de langage et de vocabulaire, mais c'est un truc, ces mots-là, on les retrouve certes en entreprise, mais je sais pas si tu as remarqué que ça venait aussi des milieux du soin ou des milieux militants à la base, tu vois? Tous ces trucs-là de safe aussi, safe, on entend ça tout le temps, heu et en fait, c'est quand même un truc dont il faut se méfier et j'ai une petite anecdote, tu vois? Cet été, je suis allée dans un festival, de musique et ils mettaient, vachement l'accent sur le fait que ici c'était safe, c'était ultra bienveillant et tout et en fait, moi, j'étais hyper dérangée. Je me dis: «Mais comment tu peux garantir que moi, je vais me sentir safe dans ton endroit, dans ton festival?» Ben, en fait, tu peux pas me le garantir. Voilà, donc c'est bien beau de mettre un petit stand, avec deux trois bricoles, d'informations, c'est pas suffisant, tu vois? Pour que moi, mon ressenti, ça soit d'être, que je suis safe et en sécurité et en fait, je vais un peu grossir le trait, mais c'est vraiment pour inviter à réfléchir à ces termes-là, hein, c'est que, il y a un peu de gaslighting aussi dans le sens où on t'impose que tu te sentes safe, Attends, est-ce que tu tu peux nous vois? expliquer ce que veut dire le mot gaslighting? En fait, c'est un peu annuler ce que toi, tu vas venir, ressentir, ton émotion. C'est ce qu'on voit souvent dans, les phénomènes d'emprise, de manipulation, de contrôle. Tu vois? Tu refais un peu le narratif de la personne. Tu dis: «Mais c'est toi, mais tu as mal compris, mais tu es un peu folle aussi quand tu dis ça». Tu vois? C'est ce genre de choses-là, c'est du gaslighting et bah, moi je me sens alors peut-être tu vas dire: «Je suis très sensible», hein, c'est possible, mais moi je me sens gaslightée quand, on me dit, «Non regarde ici tout va bien, là tu te sens safe, on est des gens bienveillants donc avec nous tu te sens bien». Alors possiblement non, possiblement tu me mets mal à l'aise en fait. Donc voilà, donc les gens qui se moi je j'utilise le mot, de s'auto-labelliser, tu vois? Quand tu te colles toi-même cette étiquette de: «Je suis une personne safe et bienveillante»,
d'où tu parles à la place des gens, en fait. Laisse les gens décider si toi, tu es bienveillant ou si tu leur procures un sentiment de sécurité, en fait. Et c'est un peu en décortiquant, ce système-là et en fait, si tu regardes, c'est grave marketing, grave vendeur de ça fait genre on se soucie de toi, de ta santé, de tes valeurs, de tes engagements, mais en fait, que nenni, tu vois? Je critique un petit peu ça, ouais. L'autre mot aussi, que tu as mis, que tu aimes moins, c'est le mot résilience et ça, je voulais t'entendre parler sur ce mot-là, justement. Pourquoi le mot résilience? Alors résilience, on l'a beaucoup, beaucoup aimé, hein, ce mot-là, hein et donc pareil, continuons à l'utiliser, il y a pas de souci, hein, mais je pense qu'on pourrait lui préférer d'autres mots. Dans la résilience, il y a quelque chose de, «C'est bon, je suis apaisée, je suis passée à autre chose», c'est souvent associé aussi au trauma, la résilience. C'est un peu la réponse, le dénouement favorable et positif du trauma, c'est la résilience, tu vois? Et et en fait, ça me plaît pas trop ce truc dans le sens où, moi j'aime bien quand ça s'exprime, quand les personnes sont en colère, quand, elles se libèrent. Plutôt que se résigner ou être résilient, je pense qu'il faut être libéré, voire résistant, voire en colère. Ouais, mais Je ça, vois c'est des qu'il y a choses que tu veux pas voir en entreprise, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai jamais vu une entreprise qui dit: «Mais oui, nous, on veut des gens qui soient résistants, on veut des gens qui soient en colère, on veut». Tu sais, c'est pas des mots que tu affiches comme, bienveillance, safe, et cetera, tu vois? Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est: «Mais oui, mais c'est ça qu'on veut voir». Est-ce que ça pourrait fonctionner si c'est ça qu'on veut voir? Peut-être qu'on peut même se poser la question de si tu prends ce phénomène-là en considération et que tu dis: «OK, c'est valide, de libérer la colère, le mécontentement», peut-être que je vais déjà, moi, en tant qu'employeur, me poser des questions pour que on n'en arrive pas là, pour que je prévienne un petit peu ça, pour que je mette en place des vrais trucs, pas du baby-foot et des formations au développement personnel, tu vois? Des vrais trucs pour que, la manière du boulanger du Tarn-et-Garonne, pour que ça se passe bien, en fait. Les gens, ce qui compte pour eux, c'est pas tout ce vernis, tout ce truc un peu cosmétique, c'est d'être bien traité, d'avoir, des besoins, qui sont entendus, d'être, ouais, juste bien traité, respecté au travail. C'est ça qui compte, c'est ça les vraies choses. Et là, tu dis un élément aussi, important, tu sais, quand tu dis d'exprimer de pouvoir exprimer la colère et tout ça qu'on pourrait, puisque ça me fait rappeler parce que moi, mon métier, c'est de travailler dans les risques psychosociaux, donc détecter les différents facteurs de risque qui vont atteindre la santé mentale des employés et un de ces facteurs de risque, c'est l'exigence émotionnelle et l'exigence émotionnelle, justement, on retrouve beaucoup ce facteur de risque, notamment dans les milieux du soin hospitalier et cetera, parce que, tu caches une partie de tes émotions face aux personnes. Donc par exemple, tu es, face à la douleur humaine, mais tu peux pas aller pleurer avec tes patients. Ou ça va être dans des entreprises où justement on dit: «Hey, les émotions, c'est à la maison, OK? Puis ici, tout le monde garde le sourire toute la journée, puis on n'exprime pas d'autres émotions». Et ça, c'est un véritable facteur de risque. Donc j'aime quand tu me dis: «Beh oui, mais en fait, on pourrait, dire: "OK, beh nous, on accepte, la colère, les émotions et cetera, il y a pas de souci, mais on va aller trouver des éléments concrets à mettre en place pour que justement, il y a rien qui puisse t'énerver à ce point-là et puis que ça devient explosif et cetera et qu'on va à la source de ces problématiques-là». Donc oui, t'entends là-dessus. Voilà, tu sur mon terrain, là, je peux te dire que oui, c'est comme j'aime ça. Mais tu sais que, même en psychologie, Ouais. et en psychothérapie même pour Mmh. être large, il y a beaucoup cette tradition-là qui tient à pas grand-chose en fait. Quand je dis tradition, c'est plutôt, occidentale, française, ça c'est différent ailleurs, hein. Mais de justement, tu es un soignant, tu dois rester un peu, poker face, tu dois pas, pleurer, tu dois pas, tu vois, être dans les émotions devant tes patients et là aussi, là, moi, ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop. Mais justement, toi, tu fais comment? On s'éloigne un petit peu du sujet du podcast, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est tout aussi intéressant parce qu'on parle quand même du métier, puis on va parler du tien. Comment est-ce que toi, tu fais ce que tu sais, en tant que psychologue, surtout, tu es face à énormément d'émotions. Est-ce que et des histoires parfois terribles, je suppose. Est-ce que tu sais et puis là, toi, tu es en train de me dire: «Oui, mais moi, je suis contre le fait de rester genre poker face face à ces émotions-là». Mais est-ce que des fois, toi, tu te sens libre de pouvoir pleurer peut-être avec le patient, de pouvoir exprimer aussi toi ce que tu ressens par rapport à cette personne ou pas du tout? Alors, moi, personnellement, je me l'autorise.
Après, d'autres psys te diraient autre chose et t'expliqueraient pourquoi c'est mieux selon eux. Mais ouais, moi je pense que, tu sais, cette image-là il y a 2 types d'empathie, une empathie un peu, froide qui permet en fait, une empathie cognitive qui permet de gérer le problème du patient. Donc ça pourrait être l'empathie qu'un chirurgien, peut avoir. Tu vois, tu as un enfant à amputer, je dis un truc horrible, tu vois? Mais tout d'un coup, tu es obligé de prendre effectivement sur toi. Tu as pas le temps de pleurer avec le psy, il faut passer à l'action. Donc ça, c'est un type d'empathie qui s'appelle, cognitive ou empathie froide. Donc c'est très bien de le travailler, cette posture-là. Et tu as l'empathie un peu plus, chaude, un peu plus émotionnelle, donc c'est des images, hein, ces termes-là, qui est intéressante aussi, mais qu'il faut, quand tu es thérapeute, contrôler un minimum, tu vois? C'est-à-dire que comment toi tu vas être plus utile pour la personne? Souvent, c'est plutôt en étant dans une empathie cognitive. Mmh. Heu, Par contre, moi, je suis vraiment pour, bah, si des fois tu as une émotion, ben, garde un peu de retenue, ça c'est sûr, mais pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas avoir une larme qui coule, pourquoi pas, tu vois, bah, tu as une personne qui s'effondre, si tu sais qu'elle est OK avec ça, lui mettre la main, sur le bras, enfin, voilà. Il faut aussi, je pense, favoriser une certaine alliance, thérapeutique avec la personne et si on travaille ensemble, c'est parce qu'on est en relation. Donc moi personnellement, les psys super froids, ça me fout mais vraiment trop mal à l'aise. Donc heu, donc voilà, c'est ça que moi je propose en tout cas. Mmh. Merci pour ce petit, aparté vraiment. Merci beaucoup. Autre chose que je voulais voir avec toi, parce qu'on parle aussi beaucoup de positivité, d'optimisme aussi, dans l'entreprise. Est-ce que d'abord, avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là, tu peux me dire c'est quoi la différence entre la positivité toxique et l'optimisme? Ah, j'adore ces sujets. En fait, l'optimisme, c'est, en fait, tu es dans le présent, tu vois les difficultés, tu vois le réel, en fait. Tu projettes juste que dans l'avenir, il y a moyen d'avoir des solutions qui seront favorables, que tu peux envisager avec espoir et ça te donne envie quelque part de te mobiliser, d'actionner des choses pour que, les choses changent en fait, tu vois? La positivité toxique, bah, déjà pourquoi c'est toxique en fait? C'est parce qu'en fait, tu vas te dire, «Non mais il y a pas vraiment de problème en fait, c'est tout va bien, c'est sinon c'est dans ta tête, mais il y a pas de problème». Donc il y a pas besoin de chercher des solutions, il y a pas besoin d'envisager, des actions, voilà. Donc c'est, c'est une position un peu immobile, Mmh. la position du statu quo et surtout une position de privilège parce que si tu as ce truc-là de pouvoir avoir le choix de ne pas voir les problèmes, de ne pas voir les difficultés, de ne pas voir les violences, c'est que, bah, mine de rien, ça va plutôt pas mal pour toi, quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que, la société et les entreprises, bah, elles rejettent souvent ces émotions comme la rébellion, c'est qu'on parlait tout à l'heure, comme la colère, parce que c'est pas que le milieu de l'entreprise, c'est la société en elle-même, puis on va plus vers la positivité tout le temps, tu sais? J'ai presque envie de mettre, une chanson de Laurie, la positive attitude. Et du coup, mais c'est quoi ces impacts de cette répression sur la santé mentale? Bah, déjà, la thérapeute TCC que je suis te dirait qu'il faut exprimer ses émotions. Alors attends, excuse-moi, on fait une petite, parenthèse avant. C'est quoi une thérapeute TCC? Pour ceux qui Oui, pardon, oui, les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, c'est des techniques, qui sont, très axées sur le fait de, questionner tes pensées, questionner ce qui te fait souffrir, voir ce que tu peux changer en toi, voir ce que tu peux changer autour de toi, voilà, donc c'est des thérapies, je trouve intéressantes parce qu'elles donnent beaucoup de pouvoir, à la personne, en réalité. Souvent, on peut, être amené à proposer des petits exercices, si la personne est d'accord pour en faire, sinon on a d'autres choses, à lui proposer donc
Donc voilà, c'est ça qui est intéressant et justement, il pourrait y avoir un glissement, c'est-à-dire qu'en tant que thérapeute TCC, attention, tu vois, à pas te mettre, dans la posture de quelqu'un qui va dresser, mater, les émotions de la personne, apprendre à se calmer, parce qu'on fait ça beaucoup. On apprend la gestion émotionnelle, la relaxation, ce genre de choses, comment se réguler et attention à tout ça quand même, Est-ce que tu tu peux vois? aller plus loin justement? Tu dis: «Attention à tout ça», si tu peux aller plus loin. Pourquoi attention à tout ça? Jusqu'à où? Comment? J'ai trop de questions là. Ouais, ben, en fait, attention parce que, on pourrait, nous, en tant que thérapeute, favoriser, cette idée que ça vient de la personne et que c'est à elle de se gérer et en fait, que cette colère qu'elle peut ressentir ou cette souffrance, ben, en fait, elle lui appartient et voilà, ça se gère en interne, ça se gère pas dehors donc on va lui apprendre des petites techniques pour qu'en fait, elle continue à pouvoir s'adapter à un système qui la fait souffrir et ça, C'est horrible en vrai ta phrase quand tu es en c'est train de dire oui. là, c'est s'adapter à un système qui te fait souffrir, c'est même pas changer le système, c'est adapter au système qui te fait souffrir parce que c'est comme ça, genre c'est j'aime pas Mmh. cette phrase Marine. Mais non, mais je le dis parce que justement, je veux c'est pour ça que je disais: «Attention!» c'est parce que, voilà, il y a ce risque-là et c'est pour ça que c'est intéressant de aussi amener, ce pouvoir-là à la personne pour qu'elle puisse aussi changer les choses, bah, taper, du poing sur la table, quand ça va pas, exprimer cette colère. C'est pas on intériorise tout, tu vois? Ou on se gère, ou on se régule. Non, il y a des choses à faire, tu vois, dans la vraie vie, dans le collectif, heu et c'est hyper intéressant et complémentaire, en fait. Et c'est pour Oui. ça que moi, je veux pas la résilience, je veux la libération, tu vois? Et mais justement, bah, en vrai, ce que je me dis aussi, c'est que de toute façon, tu toutes ces émotions que enfin, il faut exprimer, je trouve, intérioriser, tu sais, toutes ces l'émotion, c'est un signal, tu sais, que tu sois en colère, que tu sois frustré, que tu sois triste, heu c'est juste un signal qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, tu sais, à chaque fois, on essaye comme genre juste de dire: «Mais non, mais c'est bon, prends des techniques de respiration, apprends à genre, comment dire ça? Laisser passer, que ça coule sur toi comme une sur une feuille ou quoi que ce soit et cetera». Ouais, mais non, en fait, je me dis que si tu les ressens, c'est parce qu'il y a quelque chose et que ça va revenir dans tous les cas. Si c'est quelque chose, tu l'as pas réglé et de le voir plus comme: «OK». Et enfin, peut-être d'apprendre à définir, parce que des fois, c'est peut-être difficile aussi de savoir qu'est-ce qu'on ressent, puis de mettre des mots sur ce qu'on ressent et cetera. En tant qu'enfant, c'est difficile, mais en tant qu'adulte aussi, en vrai, des fois, on n'a pas appris à pouvoir justement, défi ça a l'air je réfléchis à haute voix là avec toi, mais ça a l'air bête et on a l'impression qu'on sait, ce que sont nos émotions et parfois on a du mal, à les définir et puis je pense que j'ai réalisé ça aussi tu sais, quand tu parles différentes langues, il y a des choses que tu peux exprimer dans une langue par rapport à tes émotions, que tu peux pas exprimer dans l'autre et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as des choses des fois que tu ressens, que tu arrives pas à exprimer ou savoir ce que c'est et que tu as pas les mots pour» et d'où l'importance aussi, c'est de pouvoir détecter ces émotions-là, de savoir ce que c'est, comment, puis pouvoir agir et si, tu pas les mots pour ça, bah, tu peux pas agir dessus et tu te retrouves dans de la résignation, tu peux pas du coup, tu as pas la force de te rebeller ou quoi que ce soit et tu fais juste écouter toutes ces choses de développement personnel à se dire: «OK, ben, je vais, accepter tout ça». Beh, Vas-y, ouais vas-y. et en fait, je voulais quand même dire un point parce que, moi, les TCC, j'aime beaucoup ça et là, je m'aperçois que j'ai dépeint un portrait, peut-être un peu, en mode, «Attention!» et non, c'est important et c'est des bonnes thérapies et de manière générale, même, sans les TCC, aller voir quand même, un psychologue, c'est super intéressant rien que pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, bah, pouvoir identifier des émotions, c'est pouvoir aussi identifier des messages et donc identifier des besoins, parfois des limites donc très, très, très important ce travail-là, dans tous les cas, dans tous les cas. Il y a quelque chose aussi que tu m'as mis, et que je voulais aussi aller un peu plus en profondeur avec toi. Tu as écrit: «La folie n'est pas le problème». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là? Ouais, je sais pas si c'est aussi ton avis, moi je sais que On a le droit de j'ai pas être d'accord. Moi, ça me va si c'est pas bien mon sûr, avis. Désolée. ouais, bien sûr. En fait, plutôt qu'avis, j'aurais dû dire, je sais pas si c'est aussi ton observation. Mmh mh. Heu, moi je sais que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc peut-être que je me concentre énormément là-dessus et que je vois que ça. Heu, mais
j'ai cru remarquer que souvent on va stigmatiser les personnes par justement le spectre, ou le prisme plutôt de la folie. Cette personne-là, si elle peut pas s'adapter, si elle peut pas travailler, si, elle est en colère, puisqu'on en parlait, Mmh. c'est que, elle pète les plombs ou qu'elle est folle ou qu'elle perd la tête. Ça glisse tout de suite sur le terrain, de la pathologisation, de la psychologisation, enfin, tu vois un peu ce terrain-là? Et ça me dérange parce qu'en vrai, et encore aujourd'hui avec, l'éclairage en fait, des actualités qu'on a, notamment sur, tu vois, l'affaire Pellico en France et cetera, tu vois bien que la folie, c'est à 0 moment le problème dans la vie et que justement, c'est enfin, ça questionne ce truc-là aussi de la normalité et là, tu vois que le problème, c'est plutôt le capitalisme ou le patriarcat ou la normalité de ces choses-là, en fait. C'est pas, la folie, en fait. Mmh. Et ça, c'est Comment c'est possible d'être normal ou pas fou, en fait, dans ce monde-là aussi? bah, face à ça, j'aurais plus rien à dire, je suis d'accord, c'est mais en vrai, moi, ça me fait flipper parce que plus tu y réfléchis, plus tu regardes notre monde, plus j'ai l'impression que devenir fou face à ça, ça serait ce qui serait le plus normal, que nous, qui sommes pas fous face à tout ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça serait pas nous plutôt les fous, tu vois? D'accepter tout ça. Et après je te dis ça, mais en même temps je me dis que si tu sais que tu peux te rebeller, mais rebeller jusqu'à où? Comment? Puis de quelle façon? Et puis ouais, est-ce que la folie, ce serait pas la meilleure chose à faire? Et bon, ça serait un point, plus philosophique après à voir, mais ouais. Philosophique et en vrai assez d'actualité Ouais. puisque tout ça, le rapport qu'on a, en fait, avec le fait que pareil, ça certainement tu l'as entendu, il faut qu'elle se fasse soigner ou il faut Mmh. qu'il se fasse soigner. Pareil, donc on va pas bien, donc c'est notre responsabilité et tout de suite, tu vois, on est exclu, on est, psychiatrisé. Pourquoi on est intolérant, au fait que, voilà, les gens, ils peuvent aller mal ou les gens, ils peuvent, on va appeler ça folie. Pourquoi les gens, ils ont pas le droit d'être, folles ou fous, tu vois? Pourquoi ça nous dérange, nous? Pourquoi on a ce truc-là de regarder ça d'un mauvais œil? Et ça, c'est un biais validiste, saniste, on a vraiment un rapport à ça très, très, très compliqué et ça mériterait qu'on en discute un peu plus, hein, Et ça, mais ce serait voilà. pas justement parce que ça serait différent de la norme et que tout ce que tu regardes, c'est des gens qui soient tous pareils et que dès que c'est un peu différent, pour toi, c'est que ce serait quelque chose de pas normal? Ouais, mais c'est quoi être, pas normal, en fait? C'est là qu'on voit que dans des milieux proches des miens, par exemple, la psychiatrie, finalement, c'est aussi un truc, mmh, à l'occidental, c'est quand même très particulier, tu vois? On est capable d'enfermer des gens qui vont pas bien. On sait que ça leur provoque encore plus, de mal. Enfin, voilà, je pense que, ouais, il faut vraiment se poser, cette question, de pourquoi on a un problème, nous, avec la folie, la nôtre et celle des autres, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le problème. Est-ce que tu sais s'il y a dans des pays où c'est différent ou pas par rapport à ça? À la façon dont on traite en psychiatrie les patients? Mmh, je sais que c'est différent, mais je pourrais pas t'en faire des descriptions, tout à fait, fines, en tout cas pour les reporter ici, mais en fait, il faut sortir du monde, occidental, pour aller, trouver des façons de soigner et d'intégrer, qui sont différentes et en tout cas, ce que ces choses-là, enfin, ces façons de faire, nous montrent, c'est que, guérir, ça se fait avec le collectif, tu vois? Ça se fait jamais tout seul. Ça se fait parce que, justement, tu as un tissu social, des ressources autour de toi, du soutien et voilà et ça se passe très bien comme ça et en fait, on devrait s'en inspirer un petit peu plus parce qu'avec notre vision individuelle, voilà, de devoir soigner ce qui ce qui va pas, tu vois? C'est Bah, là, fou, tu vois, enfin, c'est fou. ce que tu me dis là, moi, ça me ramène au développement personnel. Après, il y en a qui vont dire qu'on critique énormément le développement personnel. Tu vu, Mais j'essaie de pas trop le faire, hein. comment?
J'ai essayé de pas trop le faire, hein. Bah, je pense qu'on peut, tu sais, il y a des choses qui peuvent être bien dans la connaissance de toi. Tu sais, on parlait des émotions, puis c'est important de reconnaître ses émotions. Je trouve que moi, je rejette pas tout le développement personnel dans le fait d'apprendre à se connaître. Oui, moi, ce que je rejette dans le développement personnel, c'est tout ce qui est lié que à l'individu uniquement, sans questionner tout l'aspect autour. Et c'est ça qui, moi, me pose beaucoup de problèmes. En fait, tu peux pas changer quelque chose que si tu es tout seul. Tu vois? C'est comme quand j'interviens en entreprise dans des formations, je vais leur donner, différents éléments pour, c'est essayer de minimiser le plus possible ces risques psychosociaux-là, mais je leur dis: «Écoutez, si vous êtes tout seul à le faire, c'est pas quelque chose d'un point de vue collectif, c'est-à-dire si c'est pas s'il y a que la direction, c'est que les ressources humaines, c'est qu'un employé de l'entreprise qui s'en occupe, les gars, ça marche pas» et et c'est pareil, en fait, dans nos sociétés. Si, tu es que sur du développement et en ce moment, c'est que ça, tiens, moi, je trouve qu'on est de plus en plus dans ce système plus individualiste où on va vraiment te mettre, heu, toi à l'avant, c'est toi qui dois être plus fort. On va mettre la méritocratie. Alors franchement, dans un système où la méritocratie ne peut absolument pas fonctionner parce que déjà juste en regardant où est-ce que tu nais va faire juste ta naissance va déterminer presque le reste de ta vie alors que tu as rien demandé, rien décidé encore. Comment est-ce que tu peux dire que tu es dans un système méritocratique par rapport à ça? Comment est-ce que tu peux tout remettre sur l'individu? Et dire que ouais, c'est à nous d'être plus forts, c'est il y a que nous qui peut s'en sortir. Non, c'est comme tout le système autour et c'est ça que moi j'ai comme plus de problèmes avec cette partie de développement personnel. Donc oui, je critique et je le critique ouvertement. Non et ça me dérange pas d'être en débat là-dessus, mais je le critique par rapport à ça, notamment. Et du coup, toi, d'après toi, c'est quoi les impacts à long terme de la culture du développement personnel sur la santé mentale des employés et pourquoi un changement de paradigme est nécessaire du coup? Ouais, bah, en fait, comme tu l'as dit, le développement personnel et ça se voit aussi, ça a vachement pris aussi, le secteur du soin et de la thérapie, hein, le développement, personnel. Dans le sens où il y a beaucoup de thérapies maintenant à la mode qui te font voir à l'intérieur de toi. Tu vas tellement remonter à l'intérieur de toi que tu vas remonter dans ton histoire, potentiellement dans des souvenirs qui n'existent pas, potentiellement dans des vies antérieures et celles de tes ancêtres. Donc ça, c'est marrant quand même. Bref. Et en Mais non, fait, attends, là, je suis obligée de réagir juste par rapport à ça parce que, heu, au cas où, enfin, je sais pas c'est quoi ton positionnement là-dessus, hein, mais je sais qu'il y en a plein qui remontent justement de: «Ah, bah, attends, si tu te sens comme ça, c'est parce que ton ancêtre a fait telle chose». Les gars, c'est prouvé sur rien du tout. C'est pas parce que mmh tu te sens comme ça que c'est dû à un ancêtre et qu'il faut aller regarder dans tes vies antérieures, sur quelque chose sur lequel tu peux même pas agir. Heu, je voulais juste faire une parenthèse parce que tu évoques ça, je me dis: «Je peux pas laisser passer sans sans parler de ça». C'est voilà. mais tu as absolument raison. Je suis, parvenue aux mêmes conclusions, en regardant un peu, la littérature à ce sujet, quoi. C'est ça et ce qui est, je trouve, intéressant et symptomatique de notre époque, c'est qu'on est plus intéressé par, les traumas, de nos ancêtres que parce que, ce qu'on est en train de laisser, aux futurs habitants, nos descendants, ouais, futurs habitants de la terre et tout et c'est pour ça que, enfin, moi je m'inspire beaucoup en tout cas, du militantisme, dans les thérapies, parce que, c'est intéressant de voir à quel point, bah, justement penser au futur, penser au collectif, penser aux gens qui sont déjà là plutôt que de se faire des trucs sur soi-même ou sur sa lignée, tu vois? C'est quand même, je trouve personnellement plus intéressant, pour nous, pour la terre, pour les autres, de s'orienter plutôt vers ce qui va se passer, à l'avenir, quoi. Mmh. Et par rapport, au monde du travail, ben, voilà, comme on disait, c'est un peu le laboratoire de toute cette société, donc forcément, on va retrouver ça. Donc forcément, on va te ramener une certaine culture, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est toi qui dois faire un travail sur toi-même, si tu es pas bien dans ces conditions-là. Enfin voilà, il y a pas de sens, ouais, vraiment collectif ou de transmission. En tout cas un peu moins. Et tu parlais aussi de changement générationnel intéressant. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'ai je pensais, en fait, aux personnes, donc, je sais pas quel âge tu as, mais toi et moi, je pense qu'on est sensiblement, du même âge, dans la trentaine et Ouais. cetera et en fait, la génération en dessous de nous, je les trouve hyper intéressants parce qu'ils sont vraiment capables
d'envoyer, bouler les choses, de changer, de savoir ce qu'ils veulent pas faire parce qu'on leur a servi d'exemple. Leurs parents leur ont servi d'exemple et de contre-exemple, en fait, en réalité. Mmh. Ils me font trop rire, mais rire dans un sens où ils te donnent quelque chose de l'ordre de l'espoir, tu vois? J'ai l'impression que ça change quand même les choses. Ils s'en fichent un petit peu plus, de rentrer dans les schémas, en fait, que nous on visait, ou en tout cas nos parents peut-être visaient, tu vois? Mais je pense aussi c'est parce qu'on n'a pas non plus la même ils ont pas la même non plus réalité que nos parents. Tu sais, nos parents quand, on leur disait: «Ouais, mais travaille, plus, tu auras plus, tu sais, tu peux gravir les échelons d'entreprise, tu auras plus d'argent, tu auras accès à une maison, tu auras accès à tout ça». Sauf que eux, cette génération-là, puis même en vrai la nôtre, je veux dire, ça a jamais été aussi difficile, d'acquérir une maison, ça a jamais été aussi difficile de mettre de côté. En plus de ça, eux, nos parents, ils avaient moins cette conscience, environnementale, écologique que n on a aujourd'hui dans nos générations à nous, où on se dit: «OK, mais jusqu'à où ça va aller? Est-ce qu'on peut s'en sortir?» Enfin, tu sais, plein de questions que eux n'avaient pas non plus. Donc là, forcément, quand tu es dans un contexte et dans une société avec autant de questionnements sur l'avenir, Heu, je me dis que forcément, si ton entreprise, elle te dit: «Ouais, donne plus, donne plus, donne plus, donne plus» et que de toute façon, tu es sûr que tu auras pas plus, bah, tu rejettes un peu. C'est même Mmh. plus tu rejettes tout ça, tu donnes moins. Tu sais, il y en a plein qui parlent de cette différence générationnelle. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais ouais, mais comment est-ce que, je peux manager cette, nouvelle génération? Parce que franchement, ils remettent toujours en doute l'autorité, ils nous écoutent pas, ils veulent plus travailler, il faut toujours leur donner plus et cetera». Et je leur dis: «Ouais, mais c'est juste que la société a changé». Et puis moi, je pense que c'est pas en fait, tu sais, à chaque fois, on dit: «Ah, c'est de la différence générationnelle». Je pense pas que c'est une différence générationnelle, je pense que c'est une différence de société et qu'aujourd'hui, dans notre société, qu'on ait 20 ou 50 ans, eh ben, on veut quand même des conditions de travail qui soient correctes, on veut être bien traité, on veut avoir de l'autonomie, des relations sociales et cetera. Parce que la société a évolué dans ce sens-là aussi et que c'est pas forcément la différence générationnelle, c'est juste là où on est par rapport à notre société. Ouais, très bonne analyse, hein, franchement, ça me parle bien, ouais. Pour revenir du coup à notre, positivité toxique aussi, dont on parlait tout à l'heure, d'après toi, comment est-ce que la positivité toxique, elle se manifeste dans les entreprises et c'est quoi les conséquences sur la santé mentale des équipes aussi, cette positivité? En fait, là, ce dont on parlait juste avant et pour faire le lien avec ta question, je trouve qu'effectivement, comment ça se caractérise, dans, les entreprises, cette entrée, on va dire, du développement personnel, c'est, déjà, je trouve, par la confusion du divertissement et du soin. Souvent, on va, t'amener des petites solutions voilà, on a mis, ces petites choses en place. Donc oui, je vais dire des clichés évidemment, je sais pas, le yoga, le ping-pong, le baby-foot et cetera. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup d'autres choses et en fait, ces choses-là, ça représente, ouais, de la joie, du divertissement. Mais attention, ouais, ce n'est pas du tout, du soin, ce n'est pas, du bien-être, ce n'est pas forcément non plus de la bientraitance. Alors attends, il faut que faut que je rebondisse là-dessus. Quand tu dis que c'est pas du bien-être, je pense qu'il y en a que ça va grincer les oreilles parce que justement tous les éléments que tu viens de dire, yoga, méditation, et cetera, ça fait partie du bien-être, mais toi tu dis: «Non, c'est pas du bien-être». Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors je veux bien l'accorder parce que c'est vraiment, jouer sur, les termes. Mais alors OK, disons que c'est du bien-être, mais en tout cas, je coupe vraiment et je mets vraiment une énorme, différence avec, le soin. Et en fait, pourquoi au départ je disais que c'est pas du bien-être? Parce que, ça suffit pas en fait à maintenir un équilibre, enfin tu vois? Si tu regardes la définition qu'est-ce que c'est que le bien-être? C'est quand même un équilibre qui reste, plus ou moins, établi dans le temps, voilà. Donc c'est à mon avis, voilà, on peut quand même jouer sur les mots. Je dirais, si vous voulez, on peut dire que c'est du bien-être, mais c'est du bien-être quand même un peu fragile, à mon sens et surtout pas, lié à quelque chose de l'ordre du bonheur ou de la santé ou du soin. Complètement. Mais alors du coup, hem
C'est quoi les risques? Tu disais, bah, OK, toute cette positivité toxique-là, elle pourrait aussi amener des risques, genre de ce que je comprends, vous avez des risques de maladie, de burn-out, d'anxiété, de dépression et de suicide. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle, accentue le fait que, la personne se sent, pas validée dans ce qu'elle ressent. Donc, en l'occurrence, on va partir du principe que c'est de la souffrance si on en est à ce point-là et à force d'être invalidée, elle va vraiment, commencer par perdre vraiment l'espoir, ses ressources. Enfin, c'est petit à petit qu'en fait on quand on quand on dit d'une personne, elle est en burn-out, c'est souvent pas un basculement immédiat. Souvent ça quand on s'en rend compte, c'est que c'est déjà trop tard depuis un petit moment. Donc c'est que ça se met en place de manière un peu insidieuse et c'est vraiment sur ce caractère insidieux, que je trouve que la positivité toxique, elle s'illustre, particulièrement. Parce que voilà, elle participe à annuler, à te faire croire que ce que tu ressens, ce n'est pas du tout légitime en fait, que ta souffrance, elle a pas vraiment sa place, que, ta souffrance, elle t'appartient et voilà quoi et OK, tu peux avoir effectivement des collègues au départ qui vont être soutenants, compréhensifs, mais si on est dans des modèles dont on parlait tout à l'heure où, on est plutôt dans cliver, tu vois? Dans, hem, c'est quoi l'expression? C'est, séparer pour mieux régner quelque part, hem, si tu es là-dedans, bah, ça peut être ta faiblesse ou ta souffrance peut être aussi perçue, comme une opportunité pour, d'autres personnes donc c'est tellement dur à vivre, en fait. C'est très, très dur. Donc oui, évidemment, ça peut amener des choses, très, très graves au niveau de la santé et encore, moi, je te parle beaucoup de choses, de maladies ou d'affections qui vont être plutôt, dites psychologiques, mais c'est pas que le cas, en fait, hein. Il peut y avoir des personnes très marquées dans le corps, en fait, à cause de ce genre de choses. Ouais, ouais, vraiment. Et tu parlais aussi, de biais du survivant, sur les focus, les erreurs statistiques et cetera. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ce que je voulais dire par là, c'est que, dans la représentation, dans les narratifs qu'on utilise souvent, et alors là, du coup, je reprends ton mot de méritocratie tout à l'heure, c'est que on va te dire: «Ouais, mais tu vois, il y a tel gars, il est parti de rien, il a réussi à faire ci et ça». On va vraiment mettre en avant des modèles, un peu, un peu shonen, tu vois? Les gars, ils partent de rien et puis, vraiment, à force de faire des efforts, à force du travail, ils arrivent à s'en sortir, à créer leur propre boîte, que sais-je. Et en fait, on va presque te faire croire que ça, c'est la normalité et que quand on veut, on peut et que si tu te donnes Mmh. les moyens, alors, tu peux annuler, ta mauvaise naissance, tu vois? Et non et non. En fait, c'est pour ça que je parlais d'erreurs statistiques ou de biais du survivant. C'est parce qu'on se concentre sur des modèles qui sont absolument pas représentatifs, du général, en fait, de ce qui se passe pour la majorité d'entre nous. Et là, OK, je me mets à la place de quelqu'un qui dirait: «OK, bah, Marine, c'est vraiment chouette tout ce que tu dis là, mais franchement, moi j'ai des collègues, je veux bien, tu sais, qu'en face, on parle de ses émotions et cetera, mais j'ai des collègues qui tout le temps, franchement, ils me refont tous les jours. Il y a toujours un truc qui va pas, donc tu veux que je fasse quoi face à ça? Genre juste, j'écoute ses émotions comme ça tout le temps? Est-ce que c'est mon rôle à moi en tant que gestionnaire? On fait quoi?» Ah ah! C'est un petit cas clinique, en fait. Hem, alors déjà, je pense qu'effectivement, tu peux tendre une oreille, après, après voilà, à toi de voir où sont aussi tes propres limites. En fait, comme on disait aussi tout à l'heure, les causes, elles sont souvent multiples. Donc, ce que tu peux faire pour ton collègue, qui est, un peu, à broyer du noir ou être toujours, sur ce disque-là, d'être très négatif ou plaintif, bah, c'est peut-être, de voir que justement il y a un petit, tissu, qui se met autour, de cette personne-là. Donc quand je dis tissu, c'est ressources sociales, voilà, c'est pas à toi de tout prendre. Peut-être que tu peux être un facilitateur dans le sens où tu vas lui permettre, de se connecter avec d'autres personnes et que en fait, l'idée, c'est que si cette personne, elle est comme ça, bon,
toi, tu peux pas spécialement y faire grand-chose, en tout cas, pas tout seul, mais à plusieurs, il y a peut-être moyen, quoi. De lui proposer peut-être aussi des soins, je sais pas. En tout cas, c'est pas à toi de prendre tout sur toi, ça c'est clair. Exactement. Est-ce que tu trouves pas du coup qu'on demande beaucoup à l'entreprise, c'est de, à l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est comme personne, mais en tout cas, à nos gestionnaires, nos managers, nos directeurs et cetera, entre, il faut que les employés sont bien, il faut être à leur écoute, il faut, reconnaître leurs sentiments, il faut libérer les émotions, il faut aussi, les motiver, il faut tout ça. Est-ce que c'est pas comme beaucoup à porter? Oui, c'est beaucoup apporté, mais je vais te dire, ce que je pense, et je pense ça, hem, grâce ou à cause de mes observations. Ouais, Donc, c'est vraiment ma pensée que je dis, hein, c'est pas scientifique. OK. Mais effectivement, je pense que, tu n'auras pas besoin de panser les plaies, de tendre les mouchoirs à tes employés, si, tu les payes bien, si ils sont, bien reposés, s'ils sont, dans un environnement vraiment safe, tu vois? Sans que tu aies besoin de dire: «C'est safe». Non, c'est ressentir que c'est safe. Voilà, c'est toujours, la même chose, c'est quels sont les besoins vitaux, les besoins de base et est-ce que ça, c'est rempli, en fait? Mmh. Et à partir de ce moment-là, déjà, voilà, tu as pas besoin, ensuite d'être vraiment dans le soutien de la personne ou dans cette impression de trop en faire. Donc d'après toi, pourquoi est-ce que les employés issus de groupes minoritaires, est-ce qu'ils sont plus exposés au risque de burn-out, au risque de stigmatisation? Et comment est-ce que, les entreprises, elles peuvent reconnaître ces réalités? Alors ils sont plus exposés, parce que souvent, ils peuvent aussi il y a un effet de cumul déjà, donc c'est-à-dire que, par exemple, si, je vais jouer un petit peu avec les stéréotypes et les clichés, hein, mais comme ça on se comprend bien. C'est clair que tu n'auras pas les mêmes chances dans la vie et au sein de ton entreprise si tu es, un homme blanc, hem, voilà, cis, hétéro et cetera, comparé à une jeune femme noire porteuse de handicap, tu vois? Ça sera pas du tout la même carrière pour ces 2 personnes. En tout cas, pas les mêmes efforts et pas le même, pas la même histoire, hein, donc voilà, il y a un aspect de cumul de ces, comment dire? De ces stigmates presque, hein, tu vois? Et il y a aussi un cumul de l'ordre de ce qu'ils vivent. Ce que les minorités vivent au sein de l'entreprise, elles le vivent aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles peuvent aussi le vivre à côté, c'est-à-dire que si on prend, par exemple, en fait, c'est valable pour tout. Si on prend, le racisme, la grossophobie ou la LGBT-phobie et cetera, OK, ils vont la vivre, dans l'entreprise, Mmh. mais ils le vivent aussi à l'extérieur ça, en fait. Tu vois? Donc il y a ce cumul-là aussi qui se fait, et c'est pour ça qu'ils sont plus exposés, effectivement, au risque, de burn-out, de stigmatisation, mmh. Et du coup, on peut faire Après, quoi face à ça? bah, pour moi, c'est, parler, proposer des formations, autoriser des réunions, tu vois, les fameuses réunions non mixité, machin, qui font vraiment jaser. Est-ce que tu peux justement expliquer ça? C'est quoi ces réunions de non-mixité, juste pour ceux qui ont pas l'information? En fait, c'est des, réunions, où en fait, une communauté va se retrouver, heu, entre elles, exclusivement. C'est-à-dire que, il peut y avoir, des réunions, où, les personnes blanches ne sont pas, les bienvenues. Parce que en fait, c'est très, très important et c'est vraiment vital que les personnes non blanches puissent aussi avoir des espaces pour parler de ça, pour parler des aspects, de racisme, et cetera, ce genre de violence. Mais, souvent, les personnes, blanches ne digèrent pas du tout ça. J'ai en fait, là, c'est parce que j'avais vraiment un exemple de l'actualité en tête, qui a fait parler, mais c'est pareil, pour beaucoup de groupes, rien que les réunions entre femmes, c'est très mal vu aussi. Donc, voilà. Apparemment, c'est des réunions dont il était question, en entreprise et qui ont été,
parfois annuler ou, en tout cas fortement critiquer, attaquer et cetera. Est-ce que justement ça, c'est pas critiquer, attaquer et tout en entreprise parce que ça fait peur d'avoir comme cet aspect communautaire justement et puis d'inclusion qu'on essaye d'avoir? Mmh, ouais, alors ça, c'est une des critiques que j'entends souvent, tu vois, Attention, je critique pas, c'est de la question. Moi, je suis d'accord avec le oui. fait justement de se réunir au cas où Non, non, je te comprends, mais c'est vrai que j'entends souvent, des critiques qui disent: «Oui, c'est de l'entre-soi» et cetera et non, en fait, il y a besoin de parler de ça, il y a besoin qu'il y ait ces espaces, il y a besoin qu'il y ait ces discussions parce qu'en fait, le fait de contraindre, à comment dire? À ouvrir ces groupes-là, à tout le monde et ben ça participe à faire taire, en fait. Parce que, nous, en tant que, personnes blanches, en tant que, dirigeants d'entreprise et cetera, on va avoir vraiment ce pouvoir-là d'aller faire taire, d'aller, i en fait, on a tous et on va certainement en reparler après, mais il faut qu'on reconnaisse absolument nos biais et notre histoire coloniale et à quel point ça s'est, incrusté partout dans notre société et on parle du monde du travail. Moi, je peux te dire que c'est aussi le cas dans le monde, du soin et des thérapies. Enfin, voilà, c'est nos logiciels. Alors ça fait mal de le voir, tu vois? Mais il faut en tout cas, c'est vraiment, ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment voir ça en face si pour le coup on veut permettre, à tous, d'avoir un petit peu plus de justice sociale, d'avoir plus de droits. Il faut, qu'on regarde un peu les racistes, qu'on est en face. C'est dur, mais il faut le faire, voilà. Mmh. et pour rappeler aussi, pour revenir sur le fait de se réunir en groupe avec, des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que nous, hein. Ça veut pas forcément dire qu'on rejette les autres, mais qu'on a besoin aussi d'être avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont vécu les mêmes choses que nous, pour pas se sentir, seul par rapport à ça. Parce que quand on se sent seul, on a l'impression d'être le seul à vivre ça, on arrive plus souvent à la détresse psychologique par la suite. Donc le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous, on retrouve ce soutien social-là qu'on pourrait pas retrouver justement si on n'échange pas avec des personnes qui sont, qui en tout cas ont traversé à peu près la même histoire que nous. D'où cette importance-là aussi de se réunir, sans d'autres personnes qui comprennent pas forcément les choses qu'on va dire ou qui vont les remettre en question, mais tu sais, des fois, c'est sans mauvaise intention, c'est juste maladroit, mais des fois, tu as juste besoin d'exprimer ça, puis c'est important aussi de laisser place aussi à ça. Bien sûr et tu vois, bon, Mmh. le parallèle est totalement maladroit, mais c'est vraiment pour faire, une sorte d'illustration ou d'exemple, les groupes, d'alcooliques anonymes, tu vois? Ça te viendrait pas à l'idée de les Oui, intégrer si tu es pas concerné. Là, je sais pas pourquoi, là, les gens sont là: «Ouais, ouais, normal, bien sûr» et mais dans d'autres cas, ah non, ça pose problème. ouais, Mais parce que tu vois, au fond de nous, je pense qu'on sait pourquoi ça pose problème. Parce que on se sent menacé, mmh, on a peur d'un éventuel rapport de pouvoir qui pourrait s'inverser. Enfin, voilà, mais comme on disait aussi tout à l'heure, c'est important de pouvoir partager, avec d'autres personnes ces émotions-là, cette colère, et quelle est cette place et cet endroit, en fait. complètement. Et là, question qui a rien à voir avec tout le reste de notre sujet. C'est parce que j'ai vu un post de toi sur Instagram, sur le lâcher prise. Et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant d'en parler aussi là-dessus». Est-ce que tu peux nous donner tes conseils justement sur ce lâcher prise-là? Alors, le post Insta, est-ce que c'était un truc en mode, oui, ça tu peux lâcher, ça tu peux pas lâcher? C'était ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. OK, bah, en fait, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que, ouais, il y a des choses, tu peux lâcher prise parce que tu sais qu'en fait, tu pourras pas, les changer. Mmh, C'est des choses qui sont, par exemple, dans le passé, donc des fois, c'est quand même dur, hein, de lâcher, mais voilà, tu peux penser, que ça t'appartient plus, que c'est parti, tu n'as plus de contrôle là-dessus, sur cet événement-là. Il y a d'autres choses que tu peux pas contrôler, où il faut lâcher prise, c'est par exemple ce que pensent les gens de toi, ce genre de choses. C'est vraiment des phénomènes externes à ta personne et par contre, moi, ce que je propose, c'est que c'est comme une pièce qui aurait 2 faces, une pièce de monnaie. C'est que il y a des choses, OK, lâche, ça t'appartient pas. Il y a d'autres trucs, par contre, c'est en ton pouvoir.
Donc ça, tu peux peut-être les changer et ça peut être intéressant, heu, de se mettre dans l'action, de se mettre dans le collectif, de se politiser peut-être aussi, tu vois? Que tu sois, un patient, que tu sois, quelqu'un dans une entreprise, voilà. Cherche peut-être des causes à rejoindre dans lesquelles tu vas pouvoir fournir, ta force. Tu vas avoir l'impression aussi de faire avancer les choses, de rendre le monde plus juste. Bah ça, fais-le. Ça va vraiment te donner le pouvoir aussi de lâcher ce qui est derrière. Et comment tu fais justement? Parce que le lâcher prise, c'est quand même quelque chose de très difficile. Mmh mh. Parce que tu as plein de choses justement sur lesquelles tu peux pas agir. Donc même si là, tu sais, on me dit: «Bah oui, c'est juste lâche prise». Lâcher prise, ça veut dire quoi exactement? Comment est-ce que tu fais ça? Surtout, c'est des pensées des fois qui arrivent comme ça, tu sais, tu les contrôles pas. Donc je comprends là dans ce que tu dis, c'est OK, bah, du coup, trouve-toi autre chose, trouve-toi des causes, des choses sur lesquelles tu peux agir. Est-ce que c'est ça qui aide à lâcher prise? Moi, je trouve que ça joue quand même beaucoup. Mmh. Et donc il y a vraiment cet aspect-là. Quand tu as du contrôle d'un côté, ça te permet de lâcher de l'autre, en fait. Mmh. Donc ça, c'est un premier point et puis, ensuite, si toi, de ton côté, soit tout seul, ou soit avec tes outils de développement personnel ou tes outils de thérapie, tu peux aussi travailler, sur les pensées, en fait, Mmh. sur ce flow-là, sur ce discours interne, voilà. Ça tout ça, en fait, c'est une sorte de flexibilité aussi qui peut se travailler mentalement. Mais, vraiment l'idée principale, je crois que même, ça vient du stoïcisme, tu vois? C'est, Marc Aurèle, je pense, il t'aurait dit des bails comme ça, en mode ça, voilà, c'est plus en ton pouvoir, donc Lâche-le. lâche-le, ça te concerne plus, c'est plus à toi. Par contre ça tu peux changer les choses sur tel truc, tu vois? Par exemple, les ancêtres, ça te concerne plus, mais les enfants à venir, ça te concerne. Mmh. Même si toi, tu es pas parent, mais tu vois, le futur, la planète et cetera, ces causes-là. Complètement, merci. Et enfin, pour terminer, ce podcast, j'ai toujours mes petites questions bonus. C'est quoi la dernière chose que tu as découvert? Ça peut être un livre, un podcast, et cetera, que tu as découvert, que tu as beaucoup aimé, tu aimerais partager là, tu nous dis, que tu pourrais dire à un ami: «Ça, faut que tu le lises ou que tu l'écoutes, que tu le regardes», et cetera, ce serait quoi? Alors, j'ai 2 exemples, vraiment opposés d'ailleurs, enfin opposés, différents. Je vais parler d'une redécouverte, c'est que en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, Terre-Mère de Ursula K. Le Guin et en fait, c'est du registre un peu fantastique et cetera et en fait, c'est écrit par cette, autrice qui était, fille d'anthropologue. J'allais dire anthroposophe, malheur! Oui, non, vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très différent, bien à l'opposé. Pas anthroposophe. Et en fait, elle c'était une féministe et ce que j'adore, c'est qu'elle, il y a un pouvoir de l'imaginaire et de la fiction et sa façon de rédiger parce que moi j'ai lu beaucoup les Tolkien, les trucs comme ça et je suis très fan, hein, mais tu sens que c'est écrit beaucoup avec une certaine forme de d'héroïsme pour les hommes et cetera et en fait, là, dans ce livre-là, j'ai trouvé que OK, c'est de la fiction, c'est du fantastique, mais purée, les idées sont tellement fraîches, tu vois? Bien. Elle parle avec une justesse incroyable, des femmes, des enfants, du handicap parfois, enfin, c'est hyper juste. Donc vraiment, je conseille ça. J'ai pas vu le fameux dessin animé des studios Ghibli, j'ai pas vu, mais en fait, ce livre-là, en tout cas, là, je suis aux dernières pages, il est vraiment génial. Je recommande. J'ai envie d'aller lire ce qu'elle a fait d'autre, parce que maintenant, je suis en train de découvrir vraiment une autrice qui avait une pensée un peu militante et ça c'est hyper rafraîchissant. Super. Donc ça, c'est le premier truc et aussi cette semaine, je crois que c'était même, avant-hier, je regardais une chaîne sur YouTube qui s'appelle Histoire Crépue, je sais pas si tu connais? Non, pas du tout. Bah, qui est trop cool d'ailleurs, voilà et en fait, le présentateur, il présentait, un une série de podcasts, pardon, qu'il a fait avec une personne qui s'appelle, Mariemta, Moussana, je crois et en fait, c'est une chercheuse en sciences politiques, en philo et j'ai pas encore
écouté le podcast, mais c'est le prochain truc que je vais écouter. Ça a l'air incroyable parce qu'en fait, justement, elle va positionner sa pensée, donc elle dit depuis les Suds, c'est-à-dire vraiment une pensée qui va s'intéresser à autre chose que, le l'aspect vraiment, comment dire? Occidental, l'aspect industriel. Donc elle va s'intéresser à beaucoup de chercheurs, chercheuses, des penseuses, des philosophes, des militantes, qui sont plutôt sur le continent africain et avec une vision, de ce que j'ai compris, hyper optimiste et pas positive, toxique. Hyper optimiste, de ce qui fonctionne bien en fait, dans les systèmes avant que justement il y ait ces trucs-là de nous occidentaux, complètement aussi, industrialisés et cetera. Donc, c'est enfin moi vraiment ça m'a trop hypée. Je crois qu'elle va vraiment interviewer tout un tas de personnes et je me rends compte que moi je vais aller vraiment vers ça, essayer de l'esprit critique aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais je pense qu'on est trop dans nos cases et qu'il faut vraiment avoir des perspectives, qui sont décentrées de, géographiquement, tu vois, idéologiquement de l'Occident. Je pense qu'il faut aller voir vraiment, vraiment, vraiment ce qui se passe ailleurs, quoi et apprendre, juste apprendre. Complètement. Bah, merci beaucoup pour ce partage. D'ailleurs, tout ce que tu as dit là, je vais les remettre aussi dans les notes de l'épisode, que ce sera facile aussi à aller les retrouver, si vous aussi, vous avez envie de les lire, de regarder, d'écouter, tout ce que vient de nous partager Marine. Et enfin, dernière question. D'après toi, qui est-ce que je devrais inviter dans le podcast prochainement? Ben, je me disais, pourquoi pas cette personne-là Mmh. que j'ai citée, je pense en plus vous avez ça en commun, le podcast, la rencontre avec, les gens et cetera. C'est une femme aussi, tu vois? Donc c'est cool. Je pense que, ça pourrait être grave intéressant, même si je la connais pas personnellement, vraiment son travail m'a donné très envie. Et j'avais, aussi noté, mais peut-être que tu le connais déjà, il s'appelle Nicolas Framont, c'est un sociologue. J'en ai Heu, entendu parler la semaine dernière, tu vois? c'est C'est pas juste la vrai? semaine dernière où j'ai vu son livre «Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez, le capitalisme» et je me suis dit: «Il faut que j'aille lire ce livre-là» et j'ai vu sa vidéo sur, Welcome to the Jungle qui au final a été supprimée. Tu Il l'as a été brièvement vu. censuré. Comment? Tu l'as vu très brièvement Très cette brièvement, vidéo alors, exactement, ouais. c'est ça. Mais oui, oui, effectivement, je l'ai mis aussi déjà dans ma liste de personnes à aller voir, et à aller questionner aussi et oui, complètement. Toi, qu'est-ce que tu as aimé, justement, dans ce que lui a produit? J'avais lu, son livre, alors pas celui qui vient de sortir, celui juste avant et le titre m'échappe. Est-ce qu'il est là dans ma bibliothèque? Je sais plus où je l'ai mis, mais vraiment, en fait, j'avais lu, des choses de lui qui que je trouvais très, très pertinentes et qui, à un moment donné, ont vraiment nourri ma propre pensée, m'ont donné d'autres sources, m'ont permis d'aller voir d'autres travaux, d'autres personnes, donc j'ai trouvé que c'était une bonne passerelle. Voilà, c'est un nom qui m'est venu, mais c'est vrai que là, actuellement, là où j'en suis dans mon parcours, je m'intéresse plus. En tout cas, il faut que je me cultive davantage, surtout si on s'intéresse aux biais, intériorisés, aux biais oppressifs que nous, on fait subir aux gens. Je pense qu'il faut absolument écouter, des penseurs, décoloniaux et et voilà quoi et aller voir, beh, justement, on en parlait tout à l'heure, ce qui se passe dans d'autres cultures, quels sont les travaux là-bas et voilà. Eh ben, merci beaucoup, ça me fait 2 belles personnes à aller chercher, à aller inviter dans le podcast. Donc on a Marie-Yemta Moussanang et Nicolas Framont. Bientôt, si jamais ils écoutent le podcast, sachez que je vais vous contacter. On sait jamais avec un peu d'espoir. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas discutés dans le podcast sur lequel tu aimerais rajouter, avant qu'on finisse? Ah, il y a un truc que je voulais te partager. J'ai une de mes amies qui m'envoie un post, sur Insta même, c'était une story et c'était une jeune femme, qui est elle-même, coach spirituel et cetera et elle disait, «Les gars, voilà, moi je comprends pas que, désolée, je vais faire des sales, j'aime pas imiter, mais bon là je suis en train d'imiter, bref. Elle disait, «Ouais,
les gars, je comprends pas de nos jours avec toute cette offre de soins, de spiritualité, de développement personnel. Je veux dire, vous avez tous les outils dans vos mains pour vous améliorer. Donc, elle comprenait pas en gros qu'on soit des gens médiocres avec toute cette offre de lithothérapie, de tout ce que tu veux, tu vois. Elle dit ah, voilà, responsabilisez-vous. Tout existe. Il y a tous les coachs, il y a tous les thérapeutes, il y a tous les soins. Comment ça se fait que vous êtes encore là à vous trouver des excuses, à pas vous bouger? Comment ça se fait que vous êtes des grosses merdes dans cette vie? Non mais sérieux. Franchement, tu vois, j'avais les yeux comme ça. J'en pouvais plus. Et du coup, je l'avais mis là parce que, tu vois, ma copine, elle est moins dans ces trucs-là. On fait pas du tout le même travail, etc. Et elle me dit, mais cette meuf-là, je comprends pas. Je sais qu'il y a un problème dans ce qu'elle dit, mais je saurais pas dire pourquoi je peux pas saquer son discours. Et moi, je fais, bah en fait, son discours, c'est surtout le discours d'une personne très privilégiée. En fait, c'est quelqu'un à qui tout réussit et qui peut se permettre de faire tous ses soins, tous ses coachings, etc. Et sa priorité première, c'est pas de cumuler, je sais pas combien d'emplois avec un handicap pour nourrir ses enfants et d'avoir tu vois, en plus, elle parlait dans un cadre, voilà, la meuf, tu vois, elle est à la montagne, plutôt sur la Côte d'Azur, il y a quelqu'un qui la finance derrière, tu vois? Enfin, c'est et du coup, c'est vraiment cet aspect-là, je me suis dit apparemment, c'est pas ce qui ressort le plus, mais le côté privilège, c'est souvent ça, en fait, l'explication de beaucoup de choses. Et je trouve que ça clôture bien le podcast. Tu vas laisser ça quand même. Oui, je vais laisser ça, bien sûr, je vais laisser ça. Je trouve que c'est important et que c'est ça et que parfois, on questionne pas assez non plus notre place. Tu sais, on a du mal aussi à se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre et ce qui fait qu'on a des réactions parfois qui peuvent être violentes, qui peuvent être dures sans s'en rendre compte face aux autres. Mais c'est parce qu'on se questionne pas nous, qu'est-ce qui fait que nous, on est là. Et puis, des fois, quand on se questionne, on s'arrête juste au fait de, ouais, mais moi, j'ai travaillé pour. Donc, lui aussi, il pourrait. Sans se dire qu'en fait, vous êtes peut-être pas démarré de la même place. Tu vois? Donc, C'est clair. donc, Mais bon, je tiens quand même aussi à dire que c'est facile pour moi de critiquer, mais oui, justement, c'est aussi un privilège que j'ai d'avoir un métier qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour me reposer, pour prendre soin de moi, Mmh. parce que je m'organise comme ça aussi, et justement pour essayer de m'éduquer et de me renseigner. Et ça, je suis complètement consciente que c'est aussi un privilège. Voilà. Et ben, ouais, et j'aime bien parce que du coup, ça se questionne sur nos privilèges à nous, de ce que nous on a, parce que c'est vrai que, en fait, c'est ça, c'est vrai que si on peut autant critiquer, si on peut autant, heu, c'est aller un peu plus loin aussi dans la réflexion, c'est parce qu'on a ce temps-là, puis parfois tu peux pas avoir ce temps-là et que c'est normal, c'est comme facile, enfin, ce que nous on a l'impression que c'est comme facile de critiquer, mais ça peut être facile si t'es pas non plus exposé à d'autres groupes, si t'es pas exposé à d'autres choses, si, heu Tu as pas l'opportunité non plus d'aller, lire, discuter, échanger et cetera. Tout Mmh. ça aussi, ça influence ce que tu peux. Donc en tout cas, merci beaucoup parce que j'ai trouvé ce podcast super intéressant, parce que j'espère en tout cas que ça va permettre à d'autres personnes d'aller, approfondir les réflexions. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, s'il y a des choses aussi sur lesquelles qui vous ont peut-être fait un peu réagir, vous inquiétez pas, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous dire, tant que ça reste constructif, parce que Des sinon ça sert à gentils rien. aussi. Des gentils, ouais, merci. Puis ça Et vous a plu, vous bienveillants. pouvez aussi nous dire exactement bienveillant, on va remettre tous les mots. Soyez bienveillants. Et en tout cas, merci beaucoup Marine, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ce podcast avec toi. Merci Camille, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à l'aimer. Je vous assure, ça m'aide énormément. Et sinon, prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe et surtout, n'oubliez pas de remettre en question ce qui nous avantage et c'est peut-être là la forme la plus intime de courage. Allez, à très vite.